Mesdames, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous dans vos maisons. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 1er mai 2026 et c'est un jour pas comme les autres justement, un jour de reconnaissance, un jour de mémoire, mais aussi un jour de réflexion. C'est la fête du travail, une occasion de célébrer celles et ceux qui bâtissent, innovent, créent et transforment notre société au quotidien. Mais au-delà de l'hommage, une question essentielle s'impose aujourd'hui. À quoi ressemble le travail en 2026? Car oui, le monde du travail évolue, change, il change vite et très vite. Le numérique s'impose, la digitalisation redéfinit les métiers, l'intelligence artificielle justement et des machines s'invitent dans nos habitudes professionnelles, télétravail, automatisation, nouveaux métiers, nouvelles compétences. Le travail n'est plus seulement un lieu, un espace, il devient un espace connecté, flexible, parfois même dématérialisé. Eh bien, c'est d'ailleurs le cœur de notre forum de discussion ce matin, le statut du travailleur et les conditions de travail à l'aide du numérique. Un débat justement que nous aurons avec nos débatteurs d'un moment à l'autre. Mais la fête du travail, c'est aussi célébrer toutes les formes de travail, y compris celles qui nourrissent l'âme et façonnent les consciences. C'est dans cet esprit justement que nous recevrons sur ce plateau un artiste engagé, Modeste Tibozo, avec qui nous parlerons des arts plastiques au-delà du décoratif, un véritable levier de transformation sociale. Et puis enfin, comme chaque vendredi avec Franck Arnaud dans sa rubrique 5 questions de Franck Arnaud, eh bien, il va être avec son invité Abdel Majid Adelakon, il est chef cellule communication LNM. Avec son invité, il sera question d'évoquer les fraudes de poids dans les points de vente. Eh bien, l'invité fera le point des descentes inopinées de l'ANM. Voilà pour vous le menu de votre matinale. Vous aurez sans doute le bulletin d'information, ensuite le sport. Voilà, donc l'essentiel à retenir de votre matinale. Nous allons suivre à présent le bulletin d'information. Le ministre conseiller expédie Ouessou en immersion à City Institute of Technology and Innovation, vitrine de l'innovation et du numérique au Bénin. Dans cette pépinière de compétences, les programmes de formation du bachelor et du master sont présentés à l'hôte avec un focus sur leur adéquation aux réalités du marché de l'emploi. Le ministre était émerveillé de voir l'approche dans laquelle ces programmes sont développés et surtout de prendre conscience du niveau d'innovation qu'il y a dans ces programmes. C'est la première visite de Monsieur le ministre, mais nous avions déjà eu en amont une discussion très prometteuse, par exemple sur les dispositifs de professionnalisation. Nous souhaitons pouvoir bénéficier de l'expérience de Monsieur le ministre de manière à développer ces dispositifs dans l'ensemble de nos formations. Après les échanges avec les responsables administratifs, le cap est mis sur les salles de classe. Ici, l'occasion est propice pour booster la motivation des jeunes étudiants. J'ai été particulièrement impressionné par l'organisation qui se met en place et surtout la motivation que j'ai retrouvée au niveau des apprenants. Et je voulais profiter pour dire que les apprenants que j'ai vus aujourd'hui envoient un message à leurs jeunes frères qui sont actuellement en 6e, en seconde et en terminale, de se réorienter rapidement vers les matières scientifiques. Le ministre nous a institué sur des causes déjà à nous projeter dans l'avenir, à ne pas forcément rester basé sur les choses qu'on voit ou bien nos conditions sociales, mais à se projeter et à vouloir plus pour nous et plus pour notre pays. Bien au-delà d'une visite protocolaire, cette descente s'inscrit dans une dynamique. Renforcer l'intérêt pour la technologie chez les jeunes et susciter des vocations scientifiques. C'était une visite effectivement d'adieu, de dire que c'est la
fin de la mission et bien sûr remercier le président de la Cour constitutionnelle de m'avoir ouvert sa porte et surtout de m'avoir ouvert son cœur et son esprit. Et je passe ici souvent le voir à l'occasion de certains événements. Dernièrement, c'était les élections. Et on a beaucoup échangé sur la préparation des élections, l'organisation et la tenue de l'élection elle-même. Et souvent, comme vous savez, c'est des moments très importants dans la vie des peuples. Et c'est aussi des moments assez délicats. Et j'ai vu à quel point il a essayé d'innover pour que la Cour puisse jouer son rôle pleinement donc, dans le processus électoral. Et en venant lui dire adieu aujourd'hui, c'était l'occasion aussi de magnifier cette coopération qu'on a eue avec la Cour. Et bien sûr aussi envisager l'avenir des relations entre la Cour et la CEDEAO. Nous sommes à un moment assez, je dirais, critique de l'histoire de cette région. Nous traversons des moments difficiles. Vous les connaissez, nous sommes dans une situation où il y a une profonde crise qui frappe un peu le système de confiance que nous avons, sur lequel nous avons bâti et nos pères fondateurs ont bâti l'organisation. Donc il faut refaire justement cette confiance-là entre les pays, entre les dirigeants et envisager bien sûr l'avenir que nous ne pouvons avoir qu'en commun. Au camp militaire de Canan, de jeunes étudiants sont en immersion, 158 au total, dont 29 filles. Ils proviennent de l'École nationale supérieure des travaux publics UNSTP, une entité de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey. Dans nos offres de formation, nous avons une unité d'enseignement relative aux notions d'ordre, de discipline et de respect de l'autorité. L'armée étant par excellence également un corps qui forme dans ces valeurs. C'est pourquoi, dans le cadre de la formation, nos étudiants font un séjour de quelques jours à l'École nationale des officiers. Patriotique et militaire, cette immersion est planifiée pour durer 5 jours. Depuis ce mardi, pour le groupe d'apprenants, le réveil ne se déroule plus comme d'habitude. Le réveil matinal, ce n'est pas la même chose que dans un cadre civil. Et donc, tout va commencer par là. Et puis, différentes activités qui sont programmées tout au long de la journée. On va leur apprendre l'ordre serré militaire, on va leur apprendre ce qui nous permet de respecter les délais, l'échelle horaire par exemple. On leur apprendra aussi beaucoup d'activités de cohésion. Ainsi donc, le quotidien de ces élèves militaires circonstanciels est déjà défini. Les opérations sont conduites par des instructeurs de l'École nationale des officiers de TOFO. C'est une activité qui devient désormais une tradition et donc c'est une mission qui nous a été confiée par le chef d'état-major général des forces armées béninoises. Alors, durant leur séjour, nous aurons à leur inculquer les valeurs du patriotisme, la discipline, la ponctualité, le respect de l'autorité, le respect de la chose publique. Alors, ils sont également ici dans un cadre militaire où ils découvriront un peu la chose militaire et on espère que parmi eux, demain, on pourrait avoir des vocations qui vont naître. Motivés mais aussi un peu perdus au début. Au deuxième jour de cette aventure, beaucoup d'entre eux prennent déjà les pas. Les formateurs, de même que les responsables de l'équipe de commandement, sont rassurés que les objectifs seront atteints. Au siège de l'annexe zone nord du Centre national de sécurité routière, conducteurs, moniteurs d'auto-école et acteurs du transport se sont réunis autour d'une même préoccupation, promouvoir la courtoisie sur nos routes. Placée sous le thème automoto, roulons ensemble, cette séance de sensibilisation vise à corriger les comportements à risque, souvent à l'origine des accidents de circulation. Nous avons essayé de voir les comportements discourtois que nous constatons dans la circulation et qui conduisent à des accidents. Et nous avons essayé de faire aussi une liste qui n'est pas très exhaustive des comportements à promouvoir dans la circulation. L'assistance a été très intéressée.
Les réponses aux questions ont édifié plus d'un. Un message relayé qui appelle à une responsabilité collective pour des routes plus sûres. Du côté des participants, l'initiative est saluée et beaucoup reconnaissent la nécessité de changer les habitudes pour préserver des vies. Oui, nous avons parlé du courtoisie. On respecte, mais il y a aussi des défauts aussi, oui, que l'État aussi va s'en prendre en charge pour nous. Si tu as appris, si tu n'as pas appris, nous tous qui conduisent, on est tous les conducteurs, mais il faut qu'on se respecte aussi et avoir un amour, une manière de changer nos palabres sur nous, quoi. À la fin, l'engagement a été pris par tous, la charte du conducteur courtois, et ensemble, eh bien, nous sommes partis, ils sont partis avec l'engagement de mettre toutes ces choses en pratique pour que les accidents sur nos routes puissent diminuer. Et ce n'est qu'un début. Des descentes sont annoncées dans les gares routières, les lieux de grands rassemblements ainsi que dans les écoles afin de poursuivre la sensibilisation et ancrer durablement les bonnes pratiques au sein des usagers de la route. Les meilleures contributions sur la question de la santé, la dignité et la justice menstruelle sont ici célébrées suite à l'appel à contribution lancé en février 2026. Elles sont issues d'une part du projet 100% Règle-moi ça et d'autre part du colloque national scientifique sur la santé, la dignité et la justice menstruelle COSDIM organisé en décembre 2025. 26 personnes ont été récompensées aujourd'hui pour leur travail rigoureux, pour leur travail scientifique, pour leur travail qui part d'un processus très profond. Et donc, c'était un honneur pour nous d'accompagner cette démarche-là. Tout le comité politique, scientifique, mais aussi le jury, voudrais vous remercier pour votre participation au colloque, mais surtout pour la qualité de votre soumission, de vos productions. Être récompensé aujourd'hui, c'est recevoir bien plus qu'un prix. C'est entendre que le travail que nous avons accompli, les questions que nous avons posées, les réalités que nous avons choisi de mettre en lumière, méritaient d'être portées à la connaissance de tous. La santé, la dignité et la justice menstruelle sont des enjeux publics qui affectent profondément le corps, le quotidien et l'épanouissement de millions de femmes et de jeunes filles. C'est le fruit d'un engagement, d'une sensibilité et d'une volonté de comprendre et de transformer les expériences vécues par de nombreuses filles et femmes. Leurs réflexions alimenteront des décisions politiques et renforceront les actions de terrain portées par les organisations telles que Filles en Action. Le projet 100% s'inscrit dans une dynamique de transformation sociale en portant haut la nécessité de briser les tabous, de renforcer l'accès à l'information et de promouvoir des approches plus justes et inclusives autour des réalités menstruelles. Ces jeunes hommes et femmes rigoureusement sélectionnés dans le cadre du projet Impact CEDEAO sur la base de la pertinence de leurs initiatives proviennent des localités de Kotiako, Perma, Djougou et Agua dans les collines. Après plusieurs sessions de renforcement de capacités assurées par Dédras ONG et Care International Bénin Togo, structure chargée de la mise en œuvre du projet, ils sont désormais prêts à prendre leur envol grâce à la réception de leur kit d'installation. Ces kits que vous allez recevoir ce matin soit le début d'un investissement, un premier capital pour vous, afin que vous puissiez persévérer avec la grande motivation pour pouvoir atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé au départ pour être retenu. Les kits sont composés de machines à coudre, machines à tissage, brouettes, des bottes, ainsi que des séchoirs destinés aux coiffeuses et autres matériels. À travers ce tapis matériel, le projet Impact CEDEAO entend contribuer efficacement à l'autonomisation socio-économique des bénéficiaires et favoriser leur insertion professionnelle durable. Nous voici aujourd'hui à une étape charnière, la remise des kits de matériel. Une formation aussi pertinente soit-elle peut rester une promesse inachevée si elle n'est pas accompagnée de moyens concrets. Les équipements remis
permettront aux bénéficiaires de démarrer effectivement leur activité génératrice de revenus. Très touché par ce geste du projet Impact CEDEAO, l'autorité préfectorale se joint aux bénéficiaires pour exprimer sa gratitude aux bailleurs. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier très sincèrement les partenaires techniques et financiers, particulièrement la CEDEAO qui, à travers son fonds régional pour la stabilisation et le développement des zones fragiles des États membres, pose des actes concrets de développement communautaire. Avec tous ces équipements, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour ces 100 jeunes, désormais mieux outillés pour concrétiser leurs différents projets. L'UNICEF, en collaboration avec l'Institut Paraco, a organisé ce vendredi la projection du film Doué au lycée des jeunes filles de Paraco. Ce film, né d'un atelier de regard croisé à Lokossa, rassemble les témoignages de 12 adolescentes venues des différentes régions du Bénin. Chers collègues de l'Institut français, votre engagement à nos côtés pour rendre cette projection possible et surtout pour la partager avec les jeunes lycéennes est précieux. La nation béninoise ne saurait se construire sans l'apport des femmes. Et pour avoir des femmes autonomes, c'est dans les filles qu'il faut développer le leadership. C'est en ces filles qu'il faut inscrire les bases de la confiance en soi et de l'estime de soi. Prenant la parole, la proviseure du lycée des jeunes filles de Paraco a salué l'initiative ainsi le choix porté sur son établissement. Chères filles, être une fille aujourd'hui, ce n'est pas seulement grandir, aller à l'école et réussir ses examens. C'est aussi apprendre à se connaître, à croire en soi, à croire en ses potentialités, en ses capacités, à oser prendre sa place dans la société. Dans la salle, l'émotion était palpable. Les apprenants du lycée des jeunes filles de Paraco, venus très nombreuses assister à la projection, n'ont pas caché leur admiration. J'ai retenu que la fille était déterminée à aller à l'école, mais son père ne voulait pas. Peut-être à cause du manque de moyens, mais surtout parce qu'il ne voulait pas que la fille aille à l'école. Par rapport à ce film, moi je retiens que celles ou ceux qui ont le droit d'aller à l'école n'ont qu'à en profiter. À travers Doué, l'UNICEF et l'Institut français de Paraco entendent offrir une tribune aux adolescentes béninoises, tout en invitant la communauté éducative et le grand public à porter un regard attentif sur leurs réalités et leurs aspirations. C'est par ce culte inaugural de l'Église du christianisme céleste, suivi d'un culte des religions endogènes, que les festivités de la 16e édition de Wemekwe ont été officiellement lancées à Famay dans la commune de Bono. Dans sa prédication, le pasteur Patrice Lachimi de l'Église du christianisme céleste a exhorté les fidèles à cultiver l'amour, l'unité, ainsi que la victoire du bien sur le mal, des valeurs essentielles à la réussite de cette édition. Présente du début à la fin de la cérémonie, la coordination générale conduite par Antoine Bonou a réaffirmé son engagement à faire de cette édition une réussite. Et c'est le lieu de féliciter tous les responsables des cultes qui sont passés depuis le matin, les organisateurs, que ce soit au niveau local ou au niveau national, les têtes couronnées de la vallée et surtout les membres de notre culte local que nous appelons culte vaudou. C'est impeccable, la mobilisation est impeccable. Là, vraiment, je félicite vraiment M. Antoine Bonou et toute sa coordination. Chers fils et fils de la vallée, venez constater la fête de Wemekwe de Bonou. C'est très magnifique. C'est plus doux que les passés. Au programme, dans les jours à venir, des activités culturelles et sportives, un forum consacré au développement de la vallée de l'Ouémé, une foire, ainsi que diverses rencontres communautaires.
5 années d'action, 5 années d'impact. 5 ans déjà que World Athletic incite autrement les mouvements sportifs nationaux de par le monde à faire bouger les enfants autour des activités athlétiques dans un esprit ludique. Pour le compte de l'édition 2026 du Kids Athletic Day marquant le 5e anniversaire de la nouvelle formule, le Bénin s'engage pour la 3e fois consécutive dans l'aventure. Nous participerons donc à cette aventure de 2 façons cette année, en organisant à travers le pays la célébration le 7 mai de la fête internationale du Kids Athletics, mais également en participant au challenge des nations. Maximiser son impact et sa visibilité à l'international. Voilà l'ambition du Bénin pour sa participation au challenge du Kids Athletic Day cette année. 3840 enfants seront mobilisés sur 24 stades autour des activités AC sur les bases de l'athlétisme, courir, sauter et lancer. Toutes les actions se feront autour du chiffre 5 pour marquer cette 5e édition. Les activités vont se faire au niveau de la course, au niveau des sauts, au niveau des lancers et de manière particulière pour montrer que c'est de manière transversale qu'on développe les capacités motrices chez les enfants. Nous avons instauré le tir. Autant d'activités prévues dans le cadre de la célébration du Kids Athletic Day au plan national. Classé 2e en 2024 et 5e mondial en 2026, le Bénin vise cette année la première place de ce challenge mondial qui repose sur les critères du nombre de participants, l'engagement sur les réseaux sociaux et les initiatives innovantes et durables de chaque pays participant. Faisons tous ensemble de ce mois de mai un mois de sport, un mois de partage, de communion et surtout de fierté nationale pour le développement de notre sport, mais surtout pour le développement de l'enfant béninois. Le ton est ici donné. Un appel à l'action de tous pour faire du sport un levier d'éducation, de cohésion sociale, mais aussi de rayonnement international. Et puis la suite de ce bulletin d'information en images, justement, le Sofitel Cotonou Marina a servi du cadre le jeudi 30 avril 2026 à une étape majeure du processus de réconciliation de l'Église du christianisme céleste. Le président de la République, M. Patrice Talon, accompagné du président élu, Romuald Wadayi, a officiellement reçu le rapport final des travaux du comité supérieur de transition. Cette cérémonie officielle marque l'aboutissement d'un processus de médiation initié il y a un an sous l'égide du chef de l'État visant à restaurer l'unité au sein de l'une des plus importantes communautés confessionnelles du Bénin. Le comité supérieur de transition est l'organe technique et paritaire institué pour piloter la phase de normalisation de l'institution religieuse. Sa mission a consisté à auditer les causes des dissensions, proposer une restructuration des instances de décision et jeter les bases d'une gouvernance apaisée. Lors de la remise du document, le coordonnateur du CST, le général Betembada, a souligné l'esprit de responsabilité des acteurs. Des principes d'organisation ont été clarifiés et des bases institutionnelles posées pour permettre à l'Église de fonctionner dans la transparence, la responsabilité et l'esprit de communion. Alors, les conclusions s'articulent autour de 3 axes stratégiques: l'unification de la gouvernance mise en place d'un conseil d'administration unique, la réforme des tests fondamentaux, révision de la constitution de l'Église, la gestion patrimoniale saine, instauration de protocoles de gestion rigoureux. Dans son allocution, le président Patrice Talon a salué le travail accompli tout en rappelant la vision de l'État. Ayez l'assurance que le peu qui a été fait nous ouvre la voie et justement permet aux autorités béninoises, aux autorités politiques béninoises de vous soutenir dans sa mise en œuvre pour qu'au Bénin, qu'on n'entende plus jamais parler de 2 églises, de 3 églises du christianisme céleste. Au-delà de la scène justement religieuse, de la sphère religieuse, cette cérémonie au Sofitel de Cotonou a valeur de symbole. Elle met en exergue la primauté du dialogue, de la volonté de voir toutes les composantes de la nation concourir à l'effort de construction du pays. En clôturant la séance, le chef de l'État a exhorté
L'ensemble des fidèles a soutenu cette nouvelle ère par ces mots, même si le peu qui a été fait, justement, n'est pas parfait, la perfection, justement, n'est pas de la satisfaction de tout le monde, même s'il y a encore des détails qui dérangent, encore certains pour faire le dernier pas, nous allons quand même le mettre en œuvre parce que c'est une avancée majeure. Vous aurez justement l'intégralité de cette cérémonie juste après votre émission Actu Matin. On va faire le sport à présent avec Candy Vourinto. Candide, bonjour. Eric, bonjour. Les Amazones juniors du Bénin défient ce samedi leurs homologues de la Côte d'Ivoire. Le stade olympique Alassane Ouattara de Bimpe va abriter cette rencontre. C'est important rendez-vous entre le Bénin et la Côte d'Ivoire, comptant pour le 4e, la manche allée du 4e et dernier tour qualificatif à la prochaine Coupe du Monde féminine junior, celle de Pologne 2026. Ça sera demain après-midi pour cette explication entre Amazone du Bénin et Ivoirienne de la Côte d'Ivoire. En prélude donc à cette explication, les Amazones du Bénin tiendront cet après-midi la dernière séance d'entraînement, celle de reconnaissance de pelouse du stade olympique de Bimpe, sur laquelle elles vont procéder au dernier réglage. Mais bien avant ça, elles ont tenu hier une nouvelle séance d'entraînement sur le terrain du lycée moderne classique de Cocody. C'était à Abidjan. La dernière confrontation entre les deux équipes remonte à 2023, précisément au tournoi FOAB tenu au Ghana, et bien entendu cette confrontation entre béninoises et ivoiriennes avait été remportée par les Amazones du Bénin sur un score de 5 buts à 2, et au-delà donc de cette explication, entre 2023 et 2026, trois différentes années sont derrière, et entre ces différentes années, les générations ont entre-temps évolué au niveau de ces deux différentes sélections. De nouvelles générations émergent désormais, de nouvelles joueuses déterminées surtout à en découdre et s'ouvrir grandement les portes du mondial féminin de Pologne 2026. On va prendre le rendez-vous pour demain après-midi pour assister à cette confrontation comptant pour la manche allée de cette dernière étape qualificative pour le mondial de la catégorie entre bien entendu béninoise et ivoirienne. Une rencontre comme temps pour la manche allée justement de la double confrontation de ce dernier tour qualificatif à la prochaine Coupe du Monde. D'une sélection à une autre, les guépards de moins de 23 ans ont bouclé hier jeudi leur stage de préparation. 3 journées intenses de travail et surtout de séances d'entraînement sur l'installation du centre d'excellence de football de Misrété pour une quarantaine de joueurs convoqués par le sélectionneur Moussa Latoundi. Un retour aux affaires surtout pour les guépards de moins de 23 ans qui a permis à l'encadrement technique de poser les bases techniques et tactiques du groupe dès les premières heures. Le groupe a été soumis à des ateliers rythmés de travail de la condition physique, pendant que les gardiens de but ont été soumis à un travail spécifique sous la houlette du coach Jonas Bidé et Valère Amoussou. Les joueurs ont alterné les ateliers avec et sans ballon pour travailler justement la conservation, les déplacements et la finition tout au long de ce stage de préparation déroulé à Misrété. Il y a également eu des jeux dirigés pour quand même évaluer la mise en application des différentes consignes et surtout des différents ateliers travaillés tout au long de ce stage de préparation de 3 jours déroulé justement à Misrété. Allez, on va affermer la page des sélections nationales. Revenu maintenant sur les différents championnats nationaux au niveau de la Ligue 3 masculine. On a assisté hier à la clôture de la 17e journée de compétition. 5 matchs joués au total dans le cadre de cette 17e journée de la Ligue 3 masculine. Dans le cadre de ces justement 17e journée pour les 5 matchs disputés, victoire à domicile pour Abisport devant l'équipe de la jeunesse sportive de la Vallée. Score nul d'un but partout entre la jeunesse athlétique de Misrété et son homologue de la jeunesse sportive de Ouida et Novi à domicile
a battu par 1-0 son homologue des talents au Football Club Ewedje lors de son déplacement sur le terrain de l'AS Léopard s'est imposé par un score de 5-2. Et puis Tambour FC d'Ayara hier lors de son déplacement sur le terrain synthétique de l'université d'Abou Calavi a dicté sa loi avec une victoire 2-1 à l'équipe de CFS. Le classement après ces différentes confrontations est dominé par les talents qui ne lâchent pas la première place au classement avec désormais 32 points comme un gros différentiel de plus 12. La jeunesse athlétique de Mistrete deuxième au classement avec un total de 27 points comme un gros différentiel de moins de CFS garde la troisième place au classement avec 25 points comme 2 points de plus que la jeunesse sportive de Ouida. Quatrième au classement l'AS Léopard, cinquième avec 22 points au compteur, autant de points au compteur pour Abisport et Tambour FC Zadjara respectivement, 6e et 7e sur le classement. L'équipe de la jeunesse sportive de la Vallée, 8e avant-dernière place pour l'équipe d'Ainovi FC, non loin de la zone de relégation. Et puis à la dernière place, on retrouve l'équipe d'Ewedje FC avec 17 points au compteur, un gros différentiel de moins 3. Eric, et si on passait maintenant aux professionnels? Ce week-end, on va assister à la 27e journée de la Ligue béninoise. Oui, la Ligue 1 béninoise qui aborde ce week-end sa 27e journée de compétition. On va assister à 9 rencontres au total dans le cadre donc, de cette journée de compétition. Déjà demain, 2 mai 2026, 5 matchs seront assurés à partir de 16h précisément sur les différentes installations. Le Topopo à domicile va recevoir son homologue d'Espoir FC de Savalou. AIM FC de Poubelle sera en déplacement à Niki pour en découdre avec l'équipe de l'US Cavalier. La jeunesse sportive de Pouveb va recevoir son homologue de Banigansé. Dynamo d'Aboubé sera en déplacement dans la vallée de l'Ouémé pour en découdre avec l'équipe d'Asfour. Coton FC de Ouida sera face à son homologue de l'ES Sobemap. Dimanche, 4 matchs à suivre d'Amissa AS Cotonou Audio, Dragon, Aspac d'Adier, puis USS Kraké, Buff du Borgou. Toutes ces rencontres sont à suivre justement à partir de 16h. Et avant ces différents matchs, le classement, on le rappelle, il est dominé par Coton Football Club avec un total de 52 points au compteur, un gros différentiel de plus 19. L'équipe de l'AS Sobemap, deuxième au classement avec 48 points au compteur, un gros différentiel de plus 9. Et puis le Topopo qui boucle le top 3 au classement, en haut du classement. Et puis au bas du classement, Banigansé est bien entendu 16e avec 25 points au compteur, un gros différentiel de moins 5, 19 points au compteur pour l'équipe de l'US Cavalier avant dernière au classement. Et puis Dadje, équipe championne en titre du Bénin qui garde la dernière place au classement avec 14 points au compteur, un gros différentiel de moins 37. Au niveau de l'antichamp, pour parler de la Ligue de Bénin, on va assister ce week-end à la 26e journée de compétition. 9 rencontres à suivre également au niveau de la Ligue de Béninoise. 5 demain après-midi, Djefa, Adidja, Dynamique, Avrancourt, Citatonga Énergie, Beke, Dynamo Parakou, Aziza, AS Elisport. À suivre demain après-midi à partir de 16h sur les différentes installations. Puis dimanche, on va assister à 4 autres confrontations. Abeille va recevoir son homologue de l'AS Tarkunaria Sport de Parakou sur un déplacement sur le terrain de l'AS Police. Pontet va offrir son hospitalité à l'équipe des Requins de l'Atlantique. Et puis la jeunesse athlétique de Ketou va disputer les unités avec l'équipe de Boa. Le classement au niveau de la Ligue 2 est dominé par Pontet, nouveau roi depuis la précédente journée avec un total de 46 points. Compteur Djefa qui est descendu à la deuxième place au classement avec 44 points. Compteur et puis un point de moins pour l'équipe de l'AS Police, troisième au classement. Au bas du classement, la jeunesse athlétique de Ketou vient avec 21 points au compteur et une 16e place à la clé. Dynamo de Parakou avant-dernier au classement et puis bien entendu la dernière place pour Dynamique FC de Djougou avec seulement 9 points au compteur après 25 différents matchs déjà disputés. On change de discipline candide. La deuxième journée de la phase retour du championnat professionnel de volleyball est programmée pour ce week-end. Beaucoup de rencontres à suivre dans le cadre de cette deuxième journée de la phase retour de la Ligue professionnelle de volleyball saison 2026. Déjà samedi, on va assister à une dizaine de rencontres chez les hommes. L'équipe de l'USC va offrir son hospitalité à Étincelle Police. Républicaine sera face à l'équipe de Assonion. Osta va défier Finance VBC. Alada Olympique sera face à l'équipe de Vessos. Adiga va
affronter Jiba Omnisport. MSC sera l'adversaire de Beke et puis Dynamique sera donc aux prises avec l'équipe de la JSPA. Au niveau des dames, toujours samedi, Alada Olympique va défier l'équipe de Vessos. Adiya sera l'adversaire de Jiba Omnisport. Dynamique, JSPA et puis Amal Phoenix sont les rencontres à suivre au niveau des dames pour le compte de cette deuxième journée de la Ligue professionnelle de volleyball de cette saison. Puis dimanche, on va assister également à environ une dizaine de rencontres. Déjà au niveau des hommes, on va assister à 3 matchs pour le compte de la journée du dimanche. L'équipe de la JSA va défier son homologue de la JSPA, ça sera à Nati Tengu. Finance VBC va défier l'équipe d'Assaut Union et puis Énergie va défier l'équipe de l'AS Cotonou. Au niveau des armes, 4 matchs à suivre pour de la journée du dimanche. Dynamique, VBC, Phoenix, Amal, JSPA, Amazon Queens et puis Énergie AS Cotonou pour le compte de la deuxième journée de compétition. Allez, on va changer de discipline, parler maintenant handball. On reste dans la catégorie donc des sports. Demain, dans quelques heures, les Amazones handballeuses du Bénin, fraîchement championnes d'Afrique de beach handball, s'étaient à Lomé au Togo devant une équipe togolaise qui s'apprêtait à célébrer l'anniversaire de l'indépendance du pays, bien entendu de l'indépendance du pays, mais les Amazones ont gâché la fête aux Togolaises en s'offrant donc le joyau en or de la première édition du championnat d'Afrique du beach handball. Et bien, un fraîchement champion d'Afrique, les Amazones seront fixés pour la Coupe du Monde qui pointe à l'horizon. Dans quelques heures, le tirage au sort du mondial de beach handball Croatie 2026 sera effectué samedi à Zagreb et les 16 différentes nations qualifiées seront fixées. Le Bénin qui sera présent sur le tableau féminin est positionné dans le chapeau 4 aux côtés des pays de la zone Amérique du Nord et Caraïbes ainsi que les pays de l'Amérique du Sud et centrale. Cette position signifie qu'elles devront affronter dès la phase de groupe de puissantes nations mondiales issues des 3 premiers chapeaux. Et comme potentiel adversaire de nos Amazones, nous pouvons citer l'Allemagne, championne du monde en titre, ou encore la Croatie qui va évoluer devant son public. Il y a également l'Argentine, l'Espagne et l'équipe de la Norvège dans le premier pot, tandis que le second chapeau regroupe l'équipe des Pays-Bas, le Danemark et la Grèce, le Vietnam, les Philippines et le Brésil, sans oublier l'Australie, seront également sur la ligne de départ de la compétition. Pour rappel, les Amazones, ça sera une première expérience pour elles au niveau donc de la scène mondiale, après donc une première expérience sur la scène africaine qui a d'ailleurs été fructueuse, couronnée par le titre de championne d'Afrique décroché face à leurs homologues du Togo. C'était lundi dernier. Allez, on va finir avec la lutte africaine. Il faut le dire, des athlètes béninois sont actuellement à Alexandrie en Égypte précisément pour participer au championnat d'Afrique de lutte de plage et de lutte olympique. Et bien entendu, pour cette compétition, le Bénin est représenté par un total de 5 athlètes au niveau de la lutte olympique. On a Issifou Kawiatou, on a Botreno Rosine, respectivement dans la catégorie de 68 kg et 76 kg. On a au niveau des guépards 3 hommes qui vont défendre les couleurs nationales. On a Tiba Yamin qui évolue dans la catégorie des seniors de moins de 72 kg et qui évolue du côté de la France, précisément de l'US Créteil. Il a déjà rallié le Alessandrie et rejoint le groupe pour la compétition. Ouzef Aruna dans la catégorie des seniors et puis Boni Iliassou qui est actuellement l'une des figures de la lutte au plan national et bien entendu champion national. Voilà donc les guépards et Amazones qui défendront les couleurs nationales à l'occasion de cette édition 2026 des championnats d'Afrique de lutte olympique et de lutte de plage qui vont se dérouler à Alexandrie en terre égyptienne. Ça sera jusqu'au 5 mai prochain. Allez, ce sera tout pour le sport ce matin. Merci à vous, Candide, pour ces informations sportives.
sportive de ce jour. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres rubriques consacrées au sport sur Actu Matin. Je voudrais vous rappeler ce qui vous attend encore comme rendez-vous. Eh bien, aujourd'hui, c'est le 1er mai, vous le savez, c'est la fête du travail, une occasion de célébrer celles et ceux qui bâtissent justement, innovent, créent et transforment notre société au quotidien. Et justement, à l'occasion, je serai avec M. Modeste Thibozo. Avec lui, nous allons parler des arts plastiques au-delà du décoratif, un véritable levier de transformation sociale. Ensuite, dans la cage à questions, Franck Arnaud sera justement avec son invité Abdel Majid Adelakon. Il est le chef cellule communication de l'ANM. Voilà justement le menu de ce qui vous attend dans les minutes qui vont suivre. Ensuite, dans notre forum de discussion ce matin, en échange autour de l'implication du numérique dans le travail, car le monde évolue, le monde change, le travail aussi. Eh bien, le numérique s'est imposé, la digitalisation qui redéfinit les métiers, l'intelligence des machines qui s'invite aussi dans nos habitudes professionnelles. On parle du télétravail, de l'automatisation, nouveaux métiers, nouvelles compétences. Eh bien, le travail n'est plus un lieu, il devient un espace connecté, flexible, parfois même dématérialisé. On marque une pause et puis on vous revient. Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à l'ANIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier cri. L'agent de santé déclare la naissance avec un simple téléphone sans Internet. Les parents finissent au guichet du centre de santé ou à la mairie pour la complétude des informations et l'enregistrement de la naissance. En moins de 48 heures, ils reçoivent le numéro personnel d'identification, le NPI, par SMS et peuvent demander l'acte de naissance en ligne. Moi, je trouve cela magique. Naître, avoir une existence juridique sans protocole, parce qu'on a la chance d'appartenir à une nation dont les dirigeants ont de la vision et la volonté politique. Depuis le 1er avril 2021, chaque enfant reçoit son NPI dès l'enregistrement de sa naissance au Registre national des personnes physiques. Ceux nés avant cette date l'obtiennent à travers le RAVIP. Je me souviens du jour où j'y suis allée. Mes données biographiques, mes empreintes, ma photo, ma signature, tout a été enregistré. C'était plus qu'une formalité. C'était la reconnaissance officielle de mon identité par mon pays. Grâce à cela, j'ai obtenu mon acte de naissance sécurisé, ma pièce d'identité, j'ai pu acheter et enregistrer ma carte SIM et à 18 ans, mon nom est apparu automatiquement sur la liste électorale. Et puis est venu le jour où je me suis installée et ai déclaré mon chez-moi. Avec mon NPI et celui de mon témoin, le chef de quartier a déclaré ma résidence en quelques secondes directement depuis son téléphone, sans Internet, grâce à un simple code USSD. Ma résidence était alors mise à jour dans le Registre national des personnes physiques. Ainsi, l'État sait où nous sommes pour mieux nous servir. Moi, j'appelle cela la proximité numérique. Quand Dosso a décidé de m'épouser, nous n'avions besoin que de nos NPI et de ceux de nos témoins. L'officier d'état civil a déclaré notre union dans le système ANIP. En quelques secondes, notre mariage était enregistré, lié à nos identités et nous avons reçu notre acte sans aucune tracasserie. Même l'amour a sa place dans le numérique. Quand mon grand-père est décédé, le médecin est venu constater le décès. Avec le certificat, nous sommes allés chez le chef quartier qui a demandé nos NPI. En quelques instants, avec son téléphone, il a déclaré le décès. L'ANIP a délivré l'acte et mon grand-père a été inscrit au fichier national de l'état civil comme décédé et automatiquement radié de la liste électorale. Les registres se mettent à jour en temps réel pour que chaque vie soit respectée et comptée. La vie continue et parfois la mémoire nous joue des tours. On oublie son NPI? Pas de panique. Un simple code USSD, le site web de l'ANIP ou l'application anip.bj et tout revient en un clic. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, la technologie ne remplace pas l'humain, elle le relie. Et pour demander une carte d'identité, plus besoin de courir. Tout se fait en ligne, depuis chez soi. Et ce n'est pas tout. Les institutions se parlent désormais. La protection sociale,
L'emploi, les transports, les impôts, la justice, les opérateurs mobiles, tout est lié, fluide, transparent. Parfois, je me dis que mon grand-père serait fier de voir son pays grandir et se moderniser. Derrière chaque numéro, il y a une vie, une appartenance, un espoir. L'ANIP bâtit le cadre de confiance qui unit les citoyens et ouvre les portes de l'éducation, de la santé, de la finance, de la citoyenneté et des services sociaux, tels que la protection de l'enfance, l'aide sociale et la microfinance. ANIP, l'identité qui accélère le développement du Bénin. Les lignes haute tension alimentent nos foyers, mais elles peuvent devenir mortelles si leurs emprises sont occupées. Une emprise, c'est la zone réservée pour installer, entretenir et réparer les lignes électriques. Sa largeur dépend de la tension et du type de route. Libérer les emprises, c'est éviter les coupures, sécuriser les installations et protéger la population contre les accidents. Occupation illégale égale danger, électrocution, incendie, coupure massive. Avant toute activité près d'une ligne, demandez un permis, informez la SB2E et respectez les consignes de sécurité. Libérer les emprises, c'est protéger des vies et garantir l'électricité pour tous. Ensemble, faisons de la sécurité une priorité. La SB2E, des femmes et des hommes à votre service, 24 heures sur 24. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à l'ANIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier cri. L'agent de santé déclare la naissance avec un simple téléphone sans Internet. Les parents finissent au guichet du centre de santé ou à la mairie pour la complétude des informations et l'enregistrement de la naissance. En moins de 48 heures, ils reçoivent le numéro personnel d'identification, le NPI, par SMS et peuvent demander l'acte de naissance en ligne. Moi, je trouve cela magique. Naître, avoir une existence juridique sans protocole, parce qu'on a la chance d'appartenir à une nation dont les dirigeants ont de la vision et la volonté politique. Depuis le 1er avril 2021, chaque enfant reçoit son NPI dès l'enregistrement de sa naissance au Registre national des personnes physiques. Ceux nés avant cette date l'obtiennent à travers le RAVIP. Je me souviens du jour où j'y suis allée. Mes données biographiques, mes empreintes, ma photo, ma signature, tout a été enregistré. C'était plus qu'une formalité. C'était la reconnaissance officielle de mon identité par mon pays. Grâce à cela, j'ai obtenu mon acte de naissance sécurisé, ma pièce d'identité, j'ai pu acheter et enregistrer ma carte SIM et à 18 ans, mon nom est apparu automatiquement sur la liste électorale. Et puis est venu le jour où je me suis installée et ai déclaré mon chez-moi. Avec mon NPI et celui de mon témoin, le chef de quartier a déclaré ma résidence en quelques secondes directement depuis son téléphone, sans Internet, grâce à un simple code USSD. Ma résidence était alors mise à jour dans le Registre national des personnes physiques. Ainsi, l'État sait où nous sommes pour mieux nous servir. Moi, j'appelle cela la proximité numérique. Quand Dosso a décidé de m'épouser, nous n'avions besoin que de nos NPI et de ceux de nos témoins. L'officier d'état civil a déclaré notre union dans le système ANIP. En quelques secondes, notre mariage était enregistré, lié à nos identités et nous avons reçu notre acte sans aucune tracasserie. Même l'amour a sa place dans le numérique. Quand mon grand-père est décédé, le médecin est venu constater le décès. Avec le certificat, nous sommes allés chez le chef quartier qui a demandé nos NPI. En quelques instants, avec son téléphone, il a déclaré le décès. L'ANIP a délivré l'acte et mon grand-père a été inscrit au fichier national de l'état civil comme décédé. Et automatiquement,
radiés de la liste électorale. Les registres se mettent à jour en temps réel pour que chaque vie soit respectée et comptée. La vie continue et parfois la mémoire nous joue des tours. On oublie son NPI? Pas de panique. Un simple code USSD, le site web de l'ANIP ou l'application anip.bj et tout revient en un clic. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, la technologie ne remplace pas l'humain, elle le relie. Et pour demander une carte d'identité, plus besoin de courir. Tout se fait en ligne, depuis chez soi. Et ce n'est pas tout. Les institutions se parlent désormais. La protection sociale, l'emploi, les transports, les impôts, la justice, les opérateurs mobiles, tout est lié, fluide, transparent. Parfois, je me dis que mon grand-père serait fier de voir son pays grandir et se moderniser. Derrière chaque numéro, il y a une vie, une appartenance, un espoir. L'ANIP bâtit le cadre de confiance qui unit les citoyens et ouvre les portes de l'éducation, de la santé, de la finance, de la citoyenneté et des services sociaux, tels que la protection de l'enfance, l'aide sociale et la microfinance. ANIP, l'identité qui accélère le développement du Bénin. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là que tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour. Vous avez 5 questions à poser à M. Abdelmajid Adelakou. Abdelmajid Adelakou, bonjour. Bonjour Franck Arnaud. Vous êtes le chef cellule communication de l'ANM, l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité, cette structure qui est placée sous la tutelle du ministère de l'Industrie et du Commerce, c'est bien cela? C'est exact ça. Vous, avec votre directeur général, vous avez en horreur les mauvaises pratiques qui ont cours dans le secteur, surtout en termes de mesures sur le marché. D'abord, ces derniers temps, vous avez vu très actif sur le terrain. De quoi retournent justement ces descentes? Merci beaucoup Franck Aounou. Oui, comme vous l'avez dit, mais ce n'est pas sans les orientations qui nous ont été données par le gouvernement. J'avais commencé par le dire ici une fois déjà sur votre plateau. Le gouvernement veut d'un espace commercial où les transactions d'opérations d'achat et de vente se passent dans toute transparence et en toute équité, c'est-à-dire là où interviennent les instruments de mesure pour servir aux populations. Le gouvernement tient à ce qu'il y ait équité et transparence dans ces opérations. C'est donc en application de ces orientations que le directeur général s'est armé et a juré de se battre contre vents et marées afin que les instruments de mesure qui servent dans la transaction commerciale au niveau de tous les points de vente sur l'ensemble du territoire national soient des instruments de mesure qui soient certifiés conformes aux normes métrologiques, puisque c'est l'ANM qui en garantit la fiabilité et la traçabilité au niveau de ces instruments de mesure. Oui, qu'est-ce qu'on peut retenir en termes de moisson concrètement par rapport à ces descentes? Vous savez, lorsque je prends ces 2 derniers mois, je vais dire de février à avril, est-ce que ça fait pratiquement 3 mois, oui. Nous avons pu inspecter près de 1500 instruments de mesure au niveau des différents points de vente. Et puis, ce que je peux dire, nous avons
eu affaire à près de 300 balances non conformes qui ont été retirées du système. C'est-à-dire que lorsque nous allons sur le terrain et que nous inspectons et que nous constatons que les balances ne sont pas conformes ou certifiées, nous les retirons suivant la procédure et nous obligeons les utilisateurs à se mettre ou à mettre ces instruments de mesure-là en conformité en les soumettant à la vérification météorologique. Alors, à l'issue de cette vérification météorologique, lorsque l'instrument s'avère conforme, nous mettons notre étiquette verte en cours de validité sur l'instrument. Lorsque ce n'est pas conforme, c'est que nous mettons l'étiquette rouge pour montrer que cet instrument de mesure ne peut plus servir dans les transactions commerciales. Alors, est-ce que c'est par, disons, esprit véreux, c'est pas ignorance ou c'est pas mauvaise manipulation que ces instruments de mesure-là ne respectent pas souvent les normes? Alors, vous avez commencé par le dire tout à l'heure, nous avons été très actifs ces dernières semaines. Et ce n'est même pas ces dernières semaines seules, parce que toutes les semaines, le directeur général de l'ANM envoie des équipes de contrôle inopiné au niveau des points de vente et sur l'ensemble du territoire national. Et donc, particulièrement dans la semaine du 20, nous étions, vous l'avez remarqué, au marché Maouli, où on vend des tubercules. Nous étions également à la boucherie de Zongo et également, tout dernièrement, le vendredi dernier, nous étions au port de pêche. En réalité, lorsque vous allez par exemple au niveau du port de pêche, la technique est ceci. Les bonnes dames disposent vraiment des instruments de mesure qui ont été déjà homologués par l'ANM, c'est-à-dire certifiés par l'ANM, qui disposent des étiquettes vertes de l'ANM. En même temps, ils mettent ça sous leur paillasse et puis ils préfèrent utiliser les instruments de mesure qui ne sont pas certifiés. La technique est simple. Lorsque vous venez, que vous voulez acheter du poisson, ils vous demandent, voilà le prix. Et avec bon balance, c'est par exemple 500. Avec mauvais balance, c'est 300. Alors ceux qui sont à la maison, qui m'écoutent et qui pratiquent par exemple le port de pêche, vont se rendre compte que lorsqu'ils arrivent sur ces lieux-là, on leur sert souvent ces expressions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est tenté de dire que c'est de la mauvaise foi, tout simplement. C'est dire que les vendeurs savent effectivement qu'il faut faire vérifier l'instrument de mesure et donc ils préfèrent contourner parce qu'ils sont dans la recherche donc du profit. Alors, les détenteurs de ces instruments de mesure qui ne sont pas certifiés par vos services, est-ce que ces personnes-là sont exposées à des sanctions? Évidemment, nous sommes dans notre activité de métrologie, c'est un décret qui régit cette activité, c'est le décret 86-216 portant réglementation générale des instruments de mesure au Bénin. Alors, dans un ou deux de ces dispositions, il est dit que lorsque vous achetez un instrument de mesure et que vous voulez vendre au niveau de votre point de vente, vous êtes obligé de vous rapprocher des services de l'ANM pour les faire vérifier. Et ça, nous appelons ça vérification primitive. Alors, un an après, puisque nous sommes dans le cas des balances, un an après, vous avez l'obligation de vous rendre encore au niveau des services pour faire ce qu'on appelle la vérification périodique, pour nous assurer que ce que nous avons vérifié il y a un an continue toujours de donner les bonnes valeurs, les bonnes mesures. Alors, lorsque vous ne le faites pas, c'est que malheureusement, vous êtes en faute et vous êtes passible, suivant ce décret-là, d'une amende de 10 000 à 1 million de francs CFA et également des peines privatives de liberté de 15 jours à 6 mois. Alors, nous avons également dans notre arsenal juridique la loi sur la protection des consommateurs qui parle dans le cas d'espèce de la duperie du consommateur. Donc, lorsque, par n'importe quelle manière, vous dupez le consommateur, que ce soit par la fraude sur les quantités, c'est que vous êtes passible d'une amende de 500 000 à 100 millions de francs CFA et également des peines privatives de liberté de 3 ans à 5 ans de prison. Comment alors finalement reconnaît-on, disons, un instrument de mesure certifié? Alors c'est par l'étiquette verte en cours de validité qui est apposée sur l'afficheur au niveau des balances. Et je voudrais profiter pour dire que lorsque vous voulez acheter du poisson ou bien de la viande, le vendeur est obligé de de mettre en face de vous l'afficheur pour que vous voyez si ce qu'il est en train de peser donne les bonnes valeurs. Et en même temps, vous profitez pour vérifier si cet instrument-là est vérifié conforme aux normes météorologiques à travers l'étiquette verte en cours de validité de l'ANM. Et je voudrais dire, il arrive que dans le cas de nos inspections, de nos descentes inopinées, nous avons des terminaux parce que les étiquettes qui sont affichées sur les instruments de mesure sont reliées à une plateforme numérique et qui nous permet de tracer
de voir quel est le technicien qui a fait cette vérification, et quelle est la date d'expiration. Donc, il peut arriver que vous ayez votre étiquette verte sur votre balance et que nous venions et que nous prenions à travers nos terminaux, que nous vérifions si l'expiration n'est pas encore arrivée au niveau de cet instrument. Lorsque l'expiration est déjà arrivée et que vous n'avez pas soumis l'instrument de façon périodique, c'est que vous êtes également en faute et on vous applique également les sanctions. Alors, malgré tout ce que vous faites, il y a des poches de résistance, des rusés sur le marché. Qu'est-ce que vous avez à dire, annoncé comme appel aux consommateurs et aux commerçants qui vous écoutent? Bon, vous savez, nous sommes dans un deal, nous sommes dans le business et certains opérateurs économiques cherchent toujours la recherche du profit. C'est donc pour ça que le gouvernement a mis en place également ces structures-là qui veillent au grain pour qu'on assiste à des pratiques de plus en plus orthodoxes, de façon à ce que les consommateurs soient protégés et de façon également à ce que les vendeurs également soient protégés. Parce que nous avons parlé de l'équité dans les transactions commerciales. Autrement dit, lorsque je viens, j'achète, il ne faudrait pas que le vendeur perde. En vous servant 1 kg, vous servez 1 kg de plus, ou en me servant 1 kg, que j'ai 1 kg de moins. Donc, nous veillons à ce que les transactions se passent dans l'équité, que lorsque je dis 1 kg, que ce soit 1 kg et que chaque personne ne perde dans cette opération de vente et d'achat. Madid Adelakou, merci pour votre passage. Merci beaucoup à vous, Franck Aounou. C'est vous qui vous remercions. Et je voudrais profiter pour inviter les consommateurs à veiller sur l'indicateur que je viens de dire tout à l'heure, l'étiquette verte de l'ANM sur les instruments de mesure. Et lorsqu'il n'y a pas ces étiquettes-là, ils sont en droit donc de l'exhiber et de nous signaler ces cas-là. Nous allons descendre sur le terrain pour faire notre travail. Je précise que l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle qualité est placée sous la direction de Mohamed Nazif El Hadj Alassane Moutawakilou, aux côtés de qui vous faites un travail formidable sur le terrain. Merci et très bonne journée. Merci. Et ce sera tout ce matin. Merci à vous, Franck. Merci aussi à votre invité. Sa disponibilité du matin se poursuit. On marque une pause et on vous revient avec notre invité. Saisis les autorités compétentes. Comment est-ce qu'on peut, un cadre peut aller à l'école, se faire former en médecine occidentale et continuer à garder ses racines? Justement, nous pouvons, à partir d'un moment, considérer que nous n'avions pas le choix parce que la médecine occidentale a des choses à nous apprendre. Donc, il faut aller les apprendre. Mais une fois que nous sommes allés les apprendre, mais comment est-ce que nous oublions comment nos parents, sans jamais être allés à l'hôpital, guérissaient les maladies? Comment pouvons-nous oublier ça? Si son État ne lui offre l'emploi que taillé sur la mesure de celui qui est allé à l'école occidentale, il s'en accroche et c'est fini. Je suis d'accord avec vous que l'État devait avoir une vision holistique pour intégrer tout ce qu'il y a de positif dans notre culture, dans notre tradition. Nous avons tout un trésor dans les connaissances et le savoir fondamental que nos ancêtres nous ont laissé. À quel moment nous l'exploitons? Donc voilà ce qui vous donne une idée très claire du fait que l'école ne forme pas pour développer ce que nous avons ici, mais juste pour donner un emploi à des jeunes qui continuent de perpétuer des valeurs qui sont allés apprendre ailleurs. Ça fait quelques mois, on a fini de parler maintenant de la dernière révision de la Constitution. Avec le recul, les changements intervenus, les changements proposés, comment est-ce que vous les analysez pour les quelques mois qu'on a effectués depuis la dernière révision? Je pense qu'il faut se demander quel est le résultat final de tout ce que Patrice Talon a pu faire sur ce plan-là. Et quand on se pose cette question, la réponse est simple. C'est lui-même qui la donne. Le Bénin a trouvé son chemin. Il dit que nous avons désormais un nouvel état d'esprit. Et le nouvel état d'esprit, c'est l'introduction dans nos mœurs, à nouveau, de l'ordre, de la discipline et surtout du sens de la responsabilité. La liberté, oui, mais à l'intérieur, vous êtes responsable de ce que vous faites et de ce que vous dites. Dans tous les pays où la démocratie a été en difficulté, c'est l'un des points d'achoppement. Il s'agit notamment de considérer que l'invective, l'injure,
L'opprobre jeté sur l'autorité confine en un désordre que Patrice Talon a voulu supprimer. Est-ce qu'on peut, enfin, un cadre peut aller à l'école, se faire former en médecine occidentale et continuer à garder ses racines? Justement, nous pouvons, à partir d'un moment, considérer que nous n'avions pas le choix parce que la médecine occidentale a des choses à nous apprendre. Donc, il faut aller les apprendre. Mais une fois que nous sommes allés les apprendre, mais comment est-ce que nous oublions comment nos parents, sans jamais être allés à l'hôpital, guérissaient les maladies? Comment pouvons-nous oublier ça? Si son État lui ne lui offre l'emploi que taillé sur la mesure de celui qui est allé à l'école occidentale, il s'en accroche et c'est fini. Je suis d'accord avec vous que l'État devait avoir une vision holistique pour intégrer tout ce qu'il y a de positif dans notre culture, dans notre tradition. Nous avons tout un trésor dans les connaissances et le savoir fondamental que nos ancêtres nous ont laissé. À quel moment nous l'exploitons? Donc voilà ce qui nous donne une idée très claire du fait que l'école ne forme pas pour développer ce que nous avons ici, mais juste pour donner un emploi à des jeunes qui continuent de perpétuer des valeurs qui sont allés apprendre ailleurs. Ça fait quelques mois, on a fini de parler maintenant de la dernière révision de la Constitution. Avec le recul, les changements intervenus, les changements proposés, comment est-ce que vous les analysez pour les quelques mois qu'on a effectués depuis la dernière révision? Je pense qu'il faut se demander quel est le résultat final de tout ce que Patrice Talon a pu faire sur ce plan-là. Et quand on se pose cette question, la réponse est simple. C'est lui-même qui la donne. Le Bénin a trouvé son chemin. Il dit que nous avons désormais un nouvel état d'esprit. Et le nouvel état d'esprit, c'est l'introduction dans nos mœurs, à nouveau, de l'ordre, de la discipline et surtout du sens de la responsabilité. La liberté, oui, mais à l'intérieur, vous êtes responsable de ce que vous faites et de ce que vous dites. Dans tous les pays où la démocratie a été en difficulté, c'est l'un des points d'achoppement. Il s'agit notamment de considérer que l'invective, l'injure, l'opprobre jeté sur l'autorité confine en un désordre que Patrice Talon a voulu supprimer. La cybercriminalité est un fléau à l'antipode du développement socio-économique durable et de la crédibilité de notre pays. Ne permettons pas aux cybercriminels et gaïmans de salir la réputation de notre pays et de ruiner nos efforts collectifs en faisant fuir les investisseurs. Ensemble, combattons la cybercriminalité en dénonçant les gaïmans. Pour tout renseignement et assistance contre la cybercriminalité, appelez les numéros 63 09 51 61, 63 09 51 62, 65 48 78 74 ou écrivez à l'adresse mail au crc@dgpr.bj. Grâce au microcrédit à l'AFIA, Mariam a fait grandir son commerce. Avec le microcrédit à l'AFIA, Kofi a acheté cette nouvelle machine. Bonne nouvelle, le microcrédit à l'AFIA 3 est arrivé. Avec le microcrédit à l'AFIA 3, empruntez de 100 001 francs à 200 000 francs CFA pour développer votre commerce, investir dans vos projets et augmenter vos revenus. Un crédit rapide et simple à rembourser chaque semaine ou chaque mois. Rendez-vous vite dans l'une de nos institutions de microfinance partenaires. Pour toute information, appelez gratuitement le 73 20 de 8h à 18h, 7 jours sur 7. Microcrédit à l'AFIA, le crédit qui vient à vous. On connaît tous ce sentiment. Quand tu as tout donné et que rien ne vient. Quand les obstacles s'enchaînent et que tu veux lâcher. Mais parfois, c'est dans ces moments-là
et tout commence. Parce que croire, c'est déjà jouer. Et jouer, c'est vivre. Nous sommes une marque proche de vous, fiable, engagée. Johannesburg, on parie sur vous. Il y a quelques années, tout était lent. Papier, aller-retour, file d'attente interminable. Aujourd'hui, tout a changé. Ici, chaque vie a une trace, une identité, grâce à la NIP. Aujourd'hui, tout commence dès le premier cri. L'agent de santé déclare la naissance avec un simple téléphone sans Internet. Les parents finissent au guichet du centre de santé ou à la mairie pour la complétude des informations et l'enregistrement de la naissance. En moins de 48 heures, ils reçoivent le numéro personnel d'identification, le NPI, par SMS et peuvent demander l'acte de naissance en ligne. Moi, je trouve cela magique. Naître, avoir une existence juridique sans protocole, parce qu'on a la chance d'appartenir à une nation dont les dirigeants ont de la vision et la volonté politique. Depuis le 1er avril 2021, chaque enfant reçoit son NPI dès l'enregistrement de sa naissance au Registre national des personnes physiques. Ceux nés avant cette date l'obtiennent à travers le RAVI. Je me souviens du jour où j'y suis allée. Mes données biographiques, mes empreintes, ma photo, ma signature, tout a été enregistré. C'était plus qu'une formalité. C'était la reconnaissance officielle de mon identité par mon pays. Grâce à cela, j'ai obtenu mon acte de naissance sécurisé, ma pièce d'identité, j'ai pu acheter et enregistrer ma carte SIM et à 18 ans, mon nom est apparu automatiquement sur la liste électorale. Et puis est venu le jour où je me suis installée et ai déclaré mon chez-moi. Avec mon NPI et celui de mon témoin, le chef de quartier a déclaré ma résidence en quelques secondes directement depuis son téléphone, sans Internet, grâce à un simple code USSD. Ma résidence était alors mise à jour dans le Registre national des personnes physiques. Ainsi, l'État sait où nous sommes pour mieux nous servir. Moi, j'appelle cela la proximité numérique. Quand Dosso a décidé de m'épouser, nous n'avions besoin que de nos NPI et de ceux de nos témoins. L'officier d'état civil a déclaré notre union dans le système ANIP. En quelques secondes, notre mariage était enregistré, lié à nos identités et nous avons reçu notre acte sans aucune tracasserie. Même l'amour a sa place dans le numérique. Quand mon grand-père est décédé, le médecin est venu constater le décès. Avec le certificat, nous sommes allés chez le chef quartier qui a demandé nos NPI. En quelques instants, avec son téléphone, il a déclaré le décès. L'ANIP a délivré l'acte et mon grand-père a été inscrit au fichier national de l'état civil comme décédé et automatiquement radié de la liste électorale. Les registres se mettent à jour en temps réel pour que chaque vie soit respectée et comptée. La vie continue et parfois la mémoire nous joue des tours. On oublie son NPI, pas de panique. Un simple code USSD, le site web de l'ANIP ou l'application anip.bj et tout revient en un clic. Parce qu'aujourd'hui, au Bénin, la technologie ne remplace pas l'humain, elle le relie. Et pour demander une carte d'identité, plus besoin de courir. Tout se fait en ligne, depuis chez soi. Et ce n'est pas tout. Les institutions se parlent désormais. La protection sociale, l'emploi, les transports, les impôts, la justice, les opérateurs mobiles, tout est lié, fluide, transparent. Parfois, je me dis que mon grand-père serait fier de voir son pays grandir et se moderniser. Ce vendredi 1er mai, nous célébrons la fête du travail, mais aussi toutes les formes de travail, y compris celles qui nourrissent l'âme et façonnent les consciences. Avec mon invité, nous allons justement évoquer la question des arts plastiques au-delà du décoratif, un véritable pilier de transformation sociale. Je suis avec Modeste Thibozo. Il est artiste peintre, dessinateur, designer graphique, enseignant des éducations artistiques,
superviseur art plastique des classes culturelles du département de la Donga. Modeste Thibozo, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonne fête de travail. Merci, à vous aussi. Allez, quand on parle d'art plastique aujourd'hui, beaucoup pensent encore à une simple dimension décorative, ce qui est normal, on ne peut pas les en vouloir. Alors, en quoi l'art peut-il réellement devenir un outil de transformation sociale? Alors, monsieur le journaliste, je tiens à saluer tous les travailleurs, puisque nous sommes le 1er mai. Absolument. Alors, j'envoie une salutation à tous les travailleurs et je nous dis courage. Voilà. Alors, revenons pas facile, vraiment, c'est pas facile. Se lever tout le temps et aller travailler. Consacrer à son travail, joindre les deux bouts. Vraiment, c'est... Mais, comme la santé hier, c'est le plus important. C'est le plus important. Alors, revenons à notre question. La plastique, au-delà du caractère décoratif. Du caractère décoratif. Alors, la plastique, c'est un ensemble, c'est un ensemble du domaine des arts, d'accord, des arts visuels, qui chapeautent plusieurs disciplines, dont les arts décoratifs. Sinon, nous avons la peinture, le dessin, la céramique, nous avons la calligraphie, sérigraphie, voilà. D'où nous avons également les arts décoratifs. Alors, les arts décoratifs, en réalité, c'est quoi? Vous savez, nous devons occuper l'espace, nous devons embellir notre environnement. Et vous voyez, vous avez un bon plateau, et vous avez forcément un dessinateur dans la maison, voilà, qui a imaginé, qui a dû conçu cela. Alors, c'est l'image que cela reflète. C'est l'image que cela reflète pour celui qui commande. Alors, les artistes, qu'est-ce qu'ils font? Les arts décoratifs, c'est une pratique des artistes plasticiens que pour les artisans. Pour les artisans. Alors là, c'est conçu, on se dote d'une idée. L'idée, il ne faut pas aller chercher loin, il faut chercher dans son environnement. D'où je prends un exemple, par exemple, de l'Amazon ou bien de statues de Bioguera. Voilà. Vous allez constater que les artisans ou les artistes, surtout les artisans, vont commencer par confectionner des petits gadgets, d'accord, des petits objets, je vais dire, pour pouvoir simplifier, parce qu'on ne peut pas déplacer la grande sculpture. C'est ça. Mais il faut permettre aux visiteurs, il faut permettre à ceux qui veulent en avoir chez eux. D'avoir des objets de souvenir. Voilà, d'avoir des objets de souvenir. Donc, c'est un peu l'idée où il faut prendre pour aller décorer son environnement. On peut avoir l'effigie, on peut avoir une sculpture, une bosse ronde, on peut avoir une sculpture, ou bien on peut avoir des images pour pouvoir occuper l'espace et autres. Mais de ce rôle ou de ce caractère décoratif, justement, à un outil de transformation sociale, comment on arrive à faire le lien? Voilà. Écoutez, quand l'on crée, ce n'est pas, à un moment donné, on peut créer pour les garder à un moment donné, mais il ne faut pas les garder éternellement pour soi. Il faut pouvoir trouver une plateforme ou bien un marché, un environnement pour pouvoir les léguer. Alors, lorsque l'artiste crée, forcément, il a dû mettre la main dans la poche pour pouvoir acheter certains matériels et autres. Les matières premières pour pouvoir réaliser l'objet. Alors, quand il réalise l'objet, le but, c'est de pouvoir le céder, vendre. Voilà. Donc, il va rencontrer un acheteur. Voilà. Quand il rencontre un acheteur, je suppose que pour le produit fini, il a dû dépenser une somme de 20 000 francs pour finaliser. Mais écoutez, le travail de l'artiste doit être récompensé. Bon, ce qui a été fait à 20 000 ne peut pas être cédé à 20 000. Donc, il peut céder cela à 30 000, 35 000 parce qu'il y a une partie de l'artiste ou bien du créateur qui y figure. Donc, lorsqu'il va céder, cela voudra dire qu'il a dû faire une économie. Il a dû, par son génie, il a dû transformer la matière. Et puis, lorsqu'il va céder, il trouve quelque chose en retour. Il trouve ce qu'il a dû dépenser et à côté quelque chose. Alors là, ce qu'il a dû trouver à côté va lui permettre maintenant de survivre, je vais dire, parce que si nous voyons un peu sur le plan national, on peut se dire que c'est maintenant que ça prend un peu. Sinon que
sous d'autres cieux, quand l'artiste ou l'artisan il vend une œuvre, c'est beaucoup de sommes. Alors, donc ce qu'il retrouve en retour lui permet de jouer d'autres rôles dans la société, et de satisfaire d'autres besoins aussi. Mais dans un pays comme le Bénin, comment les artistes plasticiens peuvent-ils influencer les mentalités, notamment sur des questions sociales comme l'éducation, la citoyenneté, la cohésion sociale? D'accord. Alors, sur ce plan, vous allez constater que depuis un certain temps, lorsqu'on parle des arts, on parle des arts plastiques, ou je vais dire en un coup, les arts numériques, il y a cette volonté manifeste du gouvernement et qui donne l'envie aux jeunes et aux artistes de bien vouloir, de bien travailler, de créer. Parce que on a constaté qu'on a en face de nous un gouvernement, ou je vais dire un président, parce que c'est autour de lui que tout s'organise. Voilà, un président qui comprend bien la vision des choses et qui donne cet atout aux artistes de pouvoir créer. Vous allez commencer par comprendre qu'à partir de ce qui a été créé contre le mur de port de Cotonou et le statut de l'Amazone, vous rentrez un peu dans l'intérieur du pays. Vous voyez dans les grandes manifestations, dans les expositions, dans les vernissages, la population commence par prendre conscience de ce tas-là, d'accord, de ce domaine, de cette discipline, je vais dire. Donc, ça, forcément, ça agit sur les mentalités. Ça agit sur les mentalités. Entre-temps, ce n'est pas bien saignant de dire qu'on va aller faire les arts plastiques. Aujourd'hui, si votre enfant a le baccalauréat, on peut le dire. Si votre enfant a le baccalauréat, vous pouvez dire, l'enfant peut dire, puisqu'il a ce génie-là de transformer, de créer, ou bien de représenter les images, fièrement, il peut dire, je veux aller faire une école d'art. Et aujourd'hui, au Bénin, c'est chose faite, c'est disponible. Vous pouvez inscrire votre enfant à l'INMAC, par exemple, qui est un institut de métier d'art. Vous voyez, même au cours secondaire, l'enfant peut aller faire aussi l'école des arts. Donc aujourd'hui, ce n'est plus caché, c'est par la révélation, on a cette possibilité de dire oui, je veux faire ce métier. Et forcément, ça change les mentalités, ce n'est plus auparavant. Donc aujourd'hui, au-delà, je dirais, de cette fierté retrouvée, ça permet justement un changement de mentalité, mais aussi à travers les œuvres des artistes, on éduque, on sensibilise. Vous avez donné l'exemple de ce musée à ciel ouvert, la clôture du port autonome de Cotonou. Il y a une expression vivante de l'art qui passe des messages aussi, qui rend hommage aussi à des personnalités de ce pays, puisqu'on a vu des images de quelques personnalités sur le mur. Oui. Au-delà de ça, vous avez constaté que déjà dans nos écoles, ce n'est plus secret pour personne. Aujourd'hui, l'art s'enseigne. Justement, puisque vous êtes superviseur art plastique des classes culturelles, cela suppose qu'aujourd'hui, il y a un programme que le gouvernement a mis en place qui permet d'enseigner les arts justement dans nos écoles. Comment ça se passe? Alors, écoutez, l'idée, c'est de donner cette possibilité à nos enfants. Vous savez que la génération d'aujourd'hui, il faut lui donner les outils nécessaires. Donc, l'idée du gouvernement, c'est de permettre à ces enfants-là qui possèdent ces génies-là, qui possèdent ce tas, de pouvoir les aider à faire éclore, de pouvoir les aider à faire une lumière sur ce qu'ils possèdent. Vous voyez, donc c'est quoi? Dans les écoles, l'État donne la possibilité aux enfants de pouvoir rencontrer les arts plastiques, la musique, danse et puis les arts dramatiques. Je donne l'exemple de ce qui est de l'art plastique. Aujourd'hui, l'enfant, on lui donne la possibilité de s'exprimer sur un support. Il y a le matériel est là et il y a les encadreurs qui ont été formés pour ça. D'où chaque mercredi ou vendredi, il y a une plage d'horaire, il y a l'heure qui est dégagée pour les enfants où l'enfant se trouve dans ce qu'il sait faire de mieux. Si l'enfant veut dessiner, on lui donne la possibilité de dessiner et de corriger. On donne la possibilité à l'enfant aussi de peindre ses sujets. On donne à l'enfant aussi de travailler sur la sculpture, les arts textiles, beaucoup de choses. Alors,
l'idée aussi, c'est qu'après les études, que si cet enfant-là se retrouve dans le droit d'aller continuer les études supérieures, il y a un cadre déjà bien défini qui est là. Et où l'enfant Alors, depuis que le gouvernement fait cette expérience, on se pose bien la question, parfois parce qu'on se dit, est-ce que nos enfants, à part les matières traditionnelles que nous avons dans nos écoles, dans nos collèges, est-ce qu'ils ont la main pour pouvoir développer ces talents-là? Est-ce qu'il est déjà arrivé, par exemple, puisque vous êtes dans la Donga, et que dans votre classe sportive, vous êtes vraiment tombé sur le talent d'un enfant, et il a fallu ces classes je dirais, culturelles pour le révéler? Vraiment. Il y a d'abord, je tiens à vous remercier, il y a un concours qui a été organisé l'année passée où purement on a laissé la plage, on a laissé la main aux enfants de pouvoir réaliser le dessin et le portrait. Vous avez des enfants portraitistes. Lorsqu'ils vont prendre votre image, votre photo, ils vont réaliser ça. Ce que je dis, ce n'est pas sous influence des enseignants. Hein. L'enfant, on lui donne la possibilité, on lui fournit les outils nécessaires, on lui fournit aussi l'image. Et devant vous, l'enfant peut s'exprimer rapidement. Et ce qui sort, c'est que ça vous donne vraiment une joie immense. Alors là, on peut se dire, donc cet enfant-là possédait avec ce talent. Ce talent. C'est ça. Qu'on ignorait parce qu'il n'y avait pas un cadre qui permet à l'enfant de s'exprimer. C'est ça. Et ce concours, vous aurez les images où les enfants ont été primés. Les meilleurs ont été primés et puis on leur donne le courage de continuer. Et vous savez, ce qui se passe est que si vous voyez un enfant qui s'intéresse à l'art, souvent, excusez-moi, les enfants là sont un peu intelligents. Et puis, là, participe à leur évolution sur le plan académique. Parce que c'est la concentration. Pour le faire, il faut être concentré. Or, la concentration dans les écoles, pendant le cours, lorsque vous êtes concentré, si le professeur déroule le cours, cela veut dire que vous arrivez à capter et à comprendre. Donc, l'enfant possède cette concentration-là pour pouvoir mieux réaliser le sujet qu'il a. Donc, vive les classes culturelles alors. Une dernière question peut-être, puisque aujourd'hui c'est le 1er mai, peut-on considérer l'artiste comme un travailleur au même titre que les autres en cette journée de fête du travail? Mais monsieur le journaliste, c'est ça, c'est un travail. C'est que les gens ne comprenaient pas. Je vais revenir un peu sur le groupe de mots artistes plasticiens, les arts plastiques. Les gens ont toujours cette idée que ce sont des personnes un peu trop philosophes, vraiment des rêveurs, qui sont dans le monde. Alors là, je vous dis, détrompez-vous, c'est un métier à part entière. C'est un métier qui nourrit son homme. C'est un métier, moi, c'est ce que je sais faire. J'ai une petite famille, je trouve c'est que les gens m'appellent tellement que je n'ai même pas le temps pour pouvoir répondre à tout le monde. Vous voyez, donc je veux dire que c'est un métier à part entière qui nourrit son homme et que si vous avez un enfant, si vous avez vos enfants qui s'intéressent à ces métiers-là, je vous prierai de les laisser de s'exprimer, de les accompagner d'abord. Parce que le monde de demain, c'est ça. Le monde de demain, c'est un monde où les enfants s'expriment librement. Vous voyez. Et quand la production artistique dans l'économie, alors là, ne négligez pas ce côté-là. Merci à vous, Monsieur Modeste Thibozo. Vous êtes artiste, peintre, dessinateur, designer graphique, enseignant des éducations artistiques et superviseur à plastique des classes culturelles dans le département de la Donga. Merci. Bonne journée à vous. Merci, monsieur le Radio Matin se poursuit. Je vais installer le forum de discussion.
est-ce qu'un cadre peut aller à l'école, se faire former en médecine occidentale et continuer à garder ses racines? Justement, nous pouvons, à partir d'un moment, considérer que nous n'avions pas le choix parce que la médecine occidentale a des choses à nous apprendre. Donc, il faut aller les apprendre. Mais une fois que nous sommes allés les apprendre, mais comment est-ce que nous oublions comment nos parents, sans jamais être allés à l'hôpital, guérissaient les maladies? Comment pouvons-nous oublier ça? Si son État ne lui offre l'emploi que taillé sur la mesure de celui qui est allé à l'école occidentale, il s'en accroche et c'est fini. Je suis d'accord avec vous que l'État devait avoir une vision holistique pour intégrer tout ce qu'il y a de positif dans notre culture, dans notre tradition. Nous avons tout un trésor dans les connaissances et le savoir fondamental que nos ancêtres nous ont laissé. À quel moment nous l'exploitons? Donc voilà ce qui vous donne une idée très claire du fait que l'école ne forme pas pour développer ce que nous avons ici, mais juste pour donner un emploi à des jeunes qui continuent de perpétuer des valeurs qui sont allés apprendre ailleurs. Ça fait quelques mois, on a fini de parler maintenant de la dernière révision de la Constitution. Avec le recul, les changements intervenus, les changements proposés, comment est-ce que vous les analysez pour les quelques mois qu'on a effectués depuis la dernière révision? Je pense qu'il faut se demander quel est le résultat final de tout ce que Patrice Talon a pu faire sur ce plan-là. Et quand on se pose cette question, la réponse est simple. C'est lui-même qui la donne. Le Bénin a trouvé son chemin. Il dit que nous avons désormais un nouvel état d'esprit. Et le nouvel état d'esprit, c'est l'introduction dans nos mœurs, à nouveau, de l'ordre, de la discipline et surtout du sens de la responsabilité. La liberté, oui, mais à l'intérieur, vous êtes responsable de ce que vous faites et de ce que vous dites. Dans tous les pays où la démocratie a été en difficulté, c'est l'un des points d'achoppement. Il s'agit notamment de considérer que l'invective, l'injure, l'opprobre jeté sur l'autorité confine en un désordre que Patrice Talon a voulu supprimer. « 1er mai, la fête du travail, c'est un jour de reconnaissance, mais aussi de réflexion, une occasion de célébrer celles et ceux qui bâtissent, innovent, créent et transforment notre société au quotidien, mais au-delà de l'hommage, une question essentielle. À quoi ressemble le travail en 2026? Car oui, le monde du travail évolue, change et change très vite. Le numérique s'impose, la digitalisation redéfinit les métiers, l'intelligence des machines s'invite dans nos habitudes professionnelles. Télétravail, automatisation, nouveaux métiers, nouvelles compétences. Et ça va être bien entendu le thème de notre forum de discussion, le statut du travailleur et les conditions de travail à l'aide du numérique. Ulrich Kaba, bonjour. Bonjour. Franck Arnaud, bonjour. Bonjour. Bonne fête du travail. Merci. Merci. Bonne fête de travail au travail. Un mot sur votre travail à vous? J'aime mon travail, j'adore donner l'information, j'adore traiter l'information et j'adore être utile à la nation. Donc je suis heureux dans ce que je fais et bonne fête du travail au travail. Franck Arnaud. Le travail, d'abord ce qui vous fait évoluer, ce qui vous épanouit dans votre travail, c'est d'abord l'amour que vous avez pour ce travail-là. C'est pourquoi très souvent, les gens parlent de vocation. Lorsque vous avez de la vocation, lorsque vous adoptez votre travail, vous ne pouvez qu'être heureux malgré les difficultés, malgré les déboires que vous pouvez connaître dans l'exercice des tâches que vous devez accomplir. On s'y met et on tient le coup jusqu'à la retraite, jusqu'au moment où en tout cas, vos forces vont commencer un tout petit peu par vous lâcher, où vous avez besoin plus de repos. Donc, travailler, je pense que c'est la première des choses qu'un individu, qu'une personne doit rechercher. Et c'est avec bonheur que chaque matin, nous venons pour apporter notre pierre à la construction de l'édifice. Chaque citoyen
doit pouvoir le faire, et si vous ne le faites pas, vous devez vous remettre en cause. Donc, bonne fête de travail à tout le monde. Ce n'est pas du tout facile se lever chaque matin, parfois sans un franc dans la poche, et vous devez venir accomplir votre devoir vis-à-vis de votre nation. Parce que ce n'est pas seulement vis-à-vis de votre employeur, ce n'est pas seulement pour vous nourrir, mais pour votre nation, la nation qui vous le reconnaît toujours tôt ou tard et qui vous permet de mieux vivre. Je pense que c'est le plus important à l'occasion de cette fête-là. Et je voudrais penser à ceux-là qui travaillent dans l'ombre, qu'on ne voit jamais, qui sont dans les champs, matin, midi et soir, sous le soleil, quand il pleut, ils ont à peine quelque part où s'abriter, et qui font du bon travail dont tout le monde jouit. Je voudrais penser à ceux-là et ceux qui sont morts également, qui ont quitté cette vie dans l'exercice de leur travail, en travaillant, en étant au front, en étant par exemple sous des machines, en étant en train de régler telle ou telle chose et se trouve fauché par la mort. J'ai une pensée vraiment pieuse pour ces personnes et du courage, pour dire du courage à leur famille à cette occasion-là, parce que forcément à cette occasion où chaque matin sont les fils de ces personnes, leurs femmes, leur famille, on se dit mais s'il était là ou si elle était là, elle se serait réveillée très tôt pour aller au boulot. Donc je voudrais rendre hommage à ceux-là et à ces enseignants qui nous ont formés, qui nous ont donné les premières notions, qui nous ont appris l'alphabet. C'est eux qui ont fait de nous ce que nous sommes, et nos mères qui sont les premières enseignantes, parce que ce sont elles qui nous amènent, qui nous font faire des pas, qui nous donnent les premières valeurs, qui nous inculquent les premières valeurs. Donc elles font aussi un travail pour la nation, parce qu'elles mettent des citoyens valeureux au service de la nation. Je pense qu'il faut leur rendre hommage. Donc tout compte fait, tout le monde fait son travail à son niveau et à sa manière. En tout cas, on ne le dira jamais assez. Bonne fête de travail à tout le monde. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne, c'est toujours avec un plaisir renouvelé que nous nous mobilisons chaque matin avec cette passion de vous servir. Nous avons aussi une pensée à l'endroit de nos techniciens, nos cadreurs, nos réalisateurs, nos diffuseurs, nos conducteurs, justement grâce à qui chaque jour nous nous évertuons à faire notre travail. Allez, il y a cette citation aussi qui m'intéresse, que je voudrais partager avec vous. La seule façon de faire du bon travail est d'aimer ce que vous faites. Steve Jobs. Voilà, donc quand on aime aussi véritablement ce qu'on fait, je pense que ce n'est plus ennuyeux, hein. Le travail ne devient plus un ennui, on ne sent plus une grande difficulté en fait, parce qu'on aime véritablement ce qu'on est en train de faire. Allez, on revient à notre sujet ce matin. Ulrich Gaba, le monde évolue et évolue très vite. En 2026, à quoi ressemble concrètement le travail aujourd'hui? Est-ce une évolution que vous notez, ou des ruptures de modèle dans la pratique, dans le modèle classique de travailler? Il y a plusieurs années, vous le savez très bien, quand vous entrez dans une administration, la première chose qui attire votre attention, ce sont les machines à dactylographier. Avec un son. Avec justement cette belle mélodie qu'on entend. Cette mélodie. Et puis tout. Voilà. Aujourd'hui, quand vous entrez dans un bureau, la première chose qui attire votre attention, ce sont des ordinateurs. Et vous constatez qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent avec le temps. Il y a quelques années, à l'ERTB, à la SRTB d'aujourd'hui, quand les preneurs des ingénieurs de son venaient sur le terrain, c'était avec des appareils lourds, comme je ne peux le dire. On les appelle des anagrammes. Et aujourd'hui, vous imaginez qu'on se retrouve avec juste des dictaphones pour enregistrer. Ça pour faire comprendre simplement que la technologie permet d'améliorer les conditions de travail. Et plus la technologie évolue, plus le monde évolue, plus la technologie évolue. Et il arrive que certains travaux changent de paradigme, changent de normes, changent de forme et parfois même de conditions complètes, de conditions de travail. Il arrive aussi que certains travaux se retrouvent supprimés. C'est aussi ça, l'évolution, le revers de l'évolution aussi. Il arrive
que d'autres travaux, que d'autres compétences soient complètes. En fait, de nouvelles compétences interviennent dans le monde du travail. L'évolution numérique permet quand même aujourd'hui de revoir la manière dont nous travaillons. Ce qui se faisait en 1960 ne se fait pas aujourd'hui. Il y a des choses qui se perdent, qui perdurent avec le temps, mais beaucoup de choses ont été améliorées. Quand on fait face à tout ceci, on se pose une seule question. Est-ce que les travailleurs font la formation continue pour pouvoir s'adapter aux nouvelles réalités, aux nouvelles conditions, aux nouveaux défis? Ça, c'est la première question. La deuxième question, est-ce que effectivement on fait l'effort de s'adapter à l'évolution du monde? Parce que le travail que nous faisons ici avec le niveau de numérique n'est pas le même en Chine ou dans d'autres pays, parce que le niveau du numérique est assez élevé à ce niveau-là. C'est pour vous faire comprendre que nous avons un défi. Et ce défi s'impose à tous les travailleurs. Le travail, la formation continue, et aussi réduire le fossé numérique qui fait que dans certaines régions, le travail est d'un autre type de qualité. Et dans les régions où la fracture numérique frappe sérieusement, on fait l'effort de suivre le numérique, mais ce n'est pas encore totalement la version qui devrait être. Franck Aounou, le monde du travail a connu quand même une certaine évolution. C'est assez visible. Est-ce que cela devrait être une source d'inquiétude? Non, ça ne doit pas être une source d'inquiétude. Bien au contraire, nous devons voir cette évolution disons, une opportunité qui affranchit, disons, le travailleur. Parce que par le passé, le riche parlait de ces machines-là, de dactylographie tout à l'heure, quand vous allez voir les secrétaires. Mon père qui, parfois, en week-end, transportait la machine à la maison parce qu'il avait assez de boulot. Vous entendez le claquement, vous entendez la sonnerie, le retour du chariot et tout. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout ça. Vous pouvez faire la même quantité de travail qu'on faisait avec ces machines-là aujourd'hui, mais avec un temps réduit. Ça veut dire que c'est de plus en plus de travailleurs indépendants qui peuvent, dans l'avion, dans un véhicule, dans le bus, qui peuvent même debout faire un travail qui leur rapporte beaucoup d'argent. Vous voyez, ceux qui aujourd'hui sont en ligne, qui proposent des visuels, qui proposent qui font même des montages vidéo avec leur portable sur un terrain de reportage, dans telle ou telle activité, je pense que ça facilite un peu les conditions de travail. Ça crée un nouvel espace pour mieux accomplir son travail. Et donc, moi, ça ne m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète, c'est parfois l'excès que nous avons, parce que les choses sont tellement facilitées aujourd'hui que l'on a l'impression de ne plus faire des efforts intellectuels, alors qu'on devrait concilier les deux. C'est-à-dire, au moins GS, vous interrogez par exemple les IA aujourd'hui, vous interrogez des sites qui doivent vous donner des réponses, mais parfois ces réponses-là viennent avec de petites erreurs. C'est pourquoi même l'IA aujourd'hui vous dit tel IA peut se tromper, donc prenez la peine de vérifier si vous avez la possibilité. Il y a toujours cette portion de phrase-là qui accompagne les résultats que vous propose aujourd'hui l'IA. Donc je pense que c'est à la fois une opportunité que nous devons consommer avec modération pour ne pas altérer le fait que nous avons ce potentiel-là de pouvoir affiner ce que la machine nous propose, de pouvoir faire un peu l'équilibre entre ce que nous savons, ce que nous avons appris et ce que nous propose ce genre de plateforme aujourd'hui. Donc je pense que le monde évolue, on n'a pas le choix, on doit évoluer avec le monde, mais tout en restant sur nos gardes pour savoir que ce sont des opportunités qu'on nous offre qui peuvent également nous amener dans le décor. Donc les enfants aujourd'hui ont plus de facilité à faire la recherche. Avant, il faut faire des kilomètres pour aller dans une bibliothèque, pour aller fouiller les livres. Ça nous formait, mais ça n'était pas sans conséquence sur
l'usage que nous faisons de notre temps, de notre emploi du temps, de ce que nous devons faire peut-être. Nous pouvons faire beaucoup de choses, mais on faisait une seule chose avant. Donc je pense que le monde du travail a beaucoup évolué. Et aujourd'hui, vous allez dans les administrations, beaucoup de personnes travaillent en connexion. Les visioconférences, lorsque la personne est en voyage, ce n'est plus un handicap pour tenir une réunion. Il est quelque part dans le monde, vous pouvez tenir une réunion et il va vivre la même ambiance que celle que vous vivez en présentiel parce qu'il a la possibilité de vous voir, d'échanger avec vous, de donner son opinion, son avis sur des sujets que vous débattez. Et donc, cette évolution, je pense que nous devons en tirer profit, mais faire en sorte que cela ne nous aliène pas. Voilà. Ulrich Gaba, le numérique crée de nouveaux métiers, mais en fait disparaître d'autres. Il y a sans doute, je dirais, ce sentiment d'opportunité, mais aussi de menace à la fois. Je dirais plutôt que rien ne se crée dans le numérique et rien ne se supprime, tout se transforme simplement. Vous savez, quand il y a un mouvement, c'est que des mouvements anciens se transforment en nouveaux. C'est tout. Vous imaginez un peu quand on dit qu'il y a de nouveaux métiers, oui, mais ces métiers ne font pas autre chose que ce qui se faisait, mais ça fait la même chose, mais d'une autre manière. Regardez aujourd'hui le monde des médias, l'univers des médias. Quand vous observez bien l'univers des médias, autrefois, quand vous allez en reportage, vous allez sur le terrain, vous enregistrez, c'était des bandes magnétiques qu'on utilisait. Quand vous prenez la bande magnétique, vous tournez sur 2 heures de temps, mais c'est que vous devez faire une digitalisation pendant 2 heures de temps, c'est-à-dire ramener de la bande à l'ordinateur avant de commencer par traiter l'information. Vous voyez le temps que nous perdions en ce moment-là. Aujourd'hui, avec des cartes mémoire, vous pouvez tourner sur 4 heures de temps en moins de 5 minutes, 10 minutes maximum si c'est trop, compte tenu justement de la possibilité, de la vitesse de lecture de l'ordinateur aussi. Vous avez la possibilité d'avoir votre élément prêt à être traité. C'est pour faire comprendre qu'il y a des transformations. Ce qui se fait aujourd'hui, il y a le télétravail qui prend aujourd'hui de l'ampleur. On a l'impression que c'est extraordinaire. Non, c'est parce que le numérique nous exige aujourd'hui de nouvelles formes de travail. C'est toujours le travail. Il y a certains chez eux qui travaillent normalement, mais ils travaillent pour des sociétés, s'il vous plaît. Des sociétés qui les ont recrutées. Est-ce qu'on dira que c'est quelque chose qui est inventé? Non, c'est parce que le travail existait déjà, le poste existait toujours, mais juste que les normes ont changé. La manière de travailler a changé et les outils pour travailler se sont aussi améliorés. Donc, depuis son salon, ce monsieur travaille, il a des heures de travail et il fournit ses résultats comme cela se doit. Il y a des examens qui se font aujourd'hui en ligne. Je peux suivre des cours depuis Paris aujourd'hui, faire mes examens normalement et obtenir mes diplômes. Tout ceci se fait en ligne. Ça pour faire comprendre que le processus est toujours là, mais c'est la manière de le faire qui change. De plus en plus, quand nous regardons le e-commerce qui s'est développé, c'est parce que le numérique permet aujourd'hui de faire le commerce, l'ancienne forme, le commerce que nous connaissions, sous une nouvelle forme. Aujourd'hui, depuis mon smartphone, je peux vendre ce que je veux, à qui je veux, quand je veux, où je veux et partout dans le monde. Il suffit simplement que le système soit sécurisé afin que je puisse vendre mon produit, récupérer l'argent sans que ceux que vous connaissez, je veux parler des amateurs de 941, je veux parler des arnaqueurs, ne viennent soutirer l'argent parce que c'est aussi des risques à ce niveau-là. Donc, quand on parle de nouveaux métiers, c'est vrai, on peut parler de nouveaux métiers d'une certaine manière, mais ce sont des métiers anciens. Mais ces métiers anciens, qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent la forme qui était utilisée autrefois, c'est-à-dire ce qui existait. Maintenant, on adapte ça au numérique. De plus en plus, il y a des formes de métiers qui viennent. Là, on travaille avec ces métiers-là. Les conséquences aussi sont là. Vous savez, autant le numérique donne des avantages, autant il y a aussi des limites, autant il y a des défis, autant il y a des risques. J'ai parlé tout à l'heure de la cybercriminalité aussi qui est là. Il y a beaucoup d'autres aspects. Donc, ce qui veut dire que le monde se transforme en tenant compte de ce qui se faisait avant. Et aujourd'hui, il y a même des freelanceurs aujourd'hui, des gens qui ne travaillent pas pour des sociétés, d'accord?
à travers, juste avec le smartphone. Leurs ordinateurs, ils sont assis dans leur maison, ils déploient leur société, ça dit la société c'est lui et son ordinateur. Il peut même se déplacer à tout moment et sa société c'est lui. Donc il est freelanceur, il offre ses services à de tierces personnes qui achètent et il reçoit son argent normalement. Juste que le travail comme on le connaissait, c'est-à-dire un travail traditionnel, de façon traditionnelle, on se déplace, on va vers un bureau, on s'assoit dans le bureau, on utilise les matériels du bureau et à la fin on a des heures bien réglementées pour il y a aussi le statut du travail qui change. Et c'est ça, c'est le volet indépendant. C'est le volet juridique justement qui aujourd'hui est en train de jouer sur beaucoup de personnes parce que dans d'autres pays, dans des pays plus développés, ça commence pas à être réglementé. Mais ici, dans les pays du tiers-monde, comme le Bénin, on n'est pas encore arrivé à régler le volet juridique du télétravail ou des freelanceurs. Parce que vous pouvez travailler ailleurs, on peut travailler à 2h du matin, juste de 2h du matin à 6h du matin sur votre smartphone et réglé. Ici, est-ce qu'on a à réglementer tout ça? Nous sommes toujours dans la forme traditionnelle du droit du travail. Franck Aounou, est-ce que face à ces mutations, à ces révolutions rapides, il faut le préciser, notre système éducatif et de formation professionnelle est suffisamment préparé pour former justement au métier de demain, notamment nos jeunes? Suffisamment préparé, non, mais nous sommes sur le chemin. C'est pourquoi d'ailleurs, je pense que les gouvernants aujourd'hui sont en train de miser sur la formation technique et professionnelle. Avant, nous n'avions pas encore mis véritablement un accent sur ce secteur-là de formation. Et aujourd'hui, avec la vision politique et puis les ambitions de nos gouvernants, je pense que d'ici à 5 ans, 10 ans, nous ne parlerions plus de vision, mais nous allons parler plus de ce qui est matérialisé sur le terrain. Nous avons des lycées qui sont en construction, les ressources humaines sont en train d'être formées et les conditions sont en train d'être mises en œuvre pour que nous puissions former des citoyens de type nouveau qui soient adaptés à l'évolution du monde. Parce que parce qu'ils seront aussi appelés à aller travailler ailleurs. Absolument, ils seront appelés à aller travailler ailleurs. Et aujourd'hui, si vous faites un peu comme ce que les gens faisaient par le passé, quand vous voulez aller à l'extérieur, vous prenez votre valise, vous avez un bon diplôme dans votre sac et vous débarquez, vous êtes à côté de la plaque. Aujourd'hui, en plus de vos diplômes, vous devez avoir ces notions-là en termes de compétences numériques. Vous devez maîtriser forcément les plateformes et tout, parce qu'ailleurs, les gens ne sont plus à cela. Vous racontiez, et souvent, lorsque vous allez en Chine, vous faites une commande, c'est un robot qui vient vous livrer la commande, vous livre dans votre chambre. Qui vous livre dans votre chambre et tout. Donc, les gens pensent et ils vont à une vitesse exponentielle. On n'est plus à l'ère du tâtonnement. Je pense que nous n'avons pas encore les moyens à la taille de la Chine, nous n'avons pas encore les moyens à la taille de ces grands pays qui ont déjà fini de régler ces problèmes, mais nous sommes sur le chemin et le terrain est balisé pour que nous puissions y aller. Je pense que en termes d'évolution numérique et tout, en termes d'évolution, d'adaptation à l'évolution du monde, nous avons pris le bon chemin et cela va durer quelques années avant que... Vous savez, quand ces pays qu'on cite aujourd'hui en exemple, quand ils travaillaient, c'était au prix de lourds sacrifices. On ne les voyait pratiquement pas. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui en soudine, demain, on va nous citer un exemple. Vous voyez, il y a 10 ans ou 15 ans en arrière, on ne parlait pas, par exemple, de cette attractivité qu'offre aujourd'hui le Bénin, Cotonou et les autres villes. Mais aujourd'hui, on en parle. C'est déjà un pas. C'est comme ça que... Nous devons également... Il y a un autre exemple qui me vient à l'esprit, parlant toujours de statut des travailleurs. Dans ces pays, en donnant l'exemple de la Chine, le travail de chauffeur par exemple, parce qu'en Chine, le risque, vous êtes assez pour le dire, on a vu des voitures sans chauffeur. Absolument. Ou, vous êtes peut-être un touriste, vous avez envie de faire un déplacement, vous avez une application sur votre téléphone, où vous avez la voiture qui vient, vous rentrez dedans, sans chauffeur. Donc, on va se retrouver un monde aussi où ce métier de chauffeur, en fait, on n'en aura forcément plus besoin.
Oui, effectivement. On en aura plus Comme besoin. c'est déjà le cas aujourd'hui en Chine. C'est déjà le cas aujourd'hui en Chine. Effectivement, c'est en train de gagner le monde. Il arrivera d'un mois comme ça. Mais en réalité, il ne faut pas perdre de vue un aspect. C'est vrai qu'il n'y a pas de chauffeur dans le véhicule, mais il y a des centres de direction, il y a des centres de gestion qui utilisent des personnes. Donc ça veut dire, c'est pour ça que je parlais de reconversion. C'est ça. Donc il n'y aura plus de chauffeurs. Parce que ces aspects ont été pensés sur plusieurs aspects. Cette formule a été pensée sur plusieurs aspects. Il y a aussi l'aspect sécuritaire, où des chauffeurs se font braquer par certaines personnes, ou parfois les risques d'accident aussi. Donc, c'est-à-dire, il y a beaucoup d'aspects qui entrent en ligne de compte de ces réformes-là. Donc, il n'y a pas de chauffeur dans la voiture, certes, mais ailleurs, dans des centres de contrôle, de gestion. Ils sont peut-être 10, 50 à superviser, à faire le suivi, justement. C'est vrai qu'il y aura des réductions. C'est là que le nouveau métier C'est là que le nouveau métier devienne. Exactement. C'est la raison pour laquelle on parle de nouveaux métiers, parce qu'il y aura des réductions, mais des métiers qu'on ne connaissait pas, mais qui sont en train de se réformer. C'est effectivement ça. Et c'est en cela que je dis que nous avons beaucoup de défis. Surtout nous, les pays qui n'avons pas encore vraiment intégré l'informatique ou le numérique. C'est maintenant que nous sommes en train d'évoluer avec le numérique. On a un gros problème. Je pense que pour véritablement faire face à cette ère du numérique, surtout dans le domaine du travail, il faut déjà commencer par introduire le numérique au niveau du primaire, dans l'enseignement primaire. C'est très important parce que, vous voyez, le primaire, le secondaire, les enfants évoluent. Combien de collèges aujourd'hui ont véritablement des laboratoires dans lesquels ils apprennent véritablement l'informatique? Je sais que par moment on a introduction à l'informatique, tout ce qu'on connaît, mais les enfants sortent juste avec un BA, je sais rentrer dans ma boîte électronique, je sors de ma boîte électronique, et puis ça reste là où j'essaie juste de taper quelques mots et je travaille avec Word. Ce n'est pas ça. Le monde de demain nous oblige à aller plus loin. Donc je pense qu'en même temps que nous parlons de l'introduction du numérique dans l'enseignement primaire et secondaire, il faut aussi introduire le développement du business, parce que combien sont-ils ces travailleurs aujourd'hui qui sont bardés de diplômes, mais qui sont là à chercher, à écrire j'ai l'honneur, mais qui n'ont jamais reçu cet honneur-là. Merci à vous. Développer ça, c'est quand ils finissent, comme on l'a dit, il n'y a pas de boulot. Bon, maintenant on se reconvertit en vendeur électronique et autres, tout ça. À la base, si on fait ce travail, je pense qu'on aura plus de travailleurs aptes pour l'ère du numérique. Merci à vous, Ulrich Gaba. Merci à vous, Franck Ornon. Merci pour ces moments d'échange. Une fois encore, très bonne fête du travail à vous et à tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée et bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision. À très bientôt.